1986, alors que l'aviation américaine entrait dans le chaos qui suivit la déréglementation, Republic Airlines fusionna avec Northwest Airlines, cédant une activité de correspondance à Memphis qui allait devenir l'un des hubs forteresses les plus efficaces du sud des États-Unis. Au milieu des années 2000, plus de 80% des sièges au départ de Memphis provenaient de Northwest. Rien qu'en 2005, la compagnie offrait environ 6,4 millions de sièges au départ, assurant près de 225 départs quotidiens vers 98 destinations. Memphis était le troisième plus grand hub de Northwest, derrière Détroit et Minneapolis. L'exploitation reposait sur la précision. 6 vols sur 10 étaient assurés par des appareils régionaux, notamment des turbopropulseurs Saab 340, des CRJ-200 et de vieillissants DC-9. Le vol moyen ne transportait que 78 sièges. Un DC-10 quotidien reliait Memphis à Amsterdam, l'unique liaison en gros porteur qui offrait au Mid-South une ligne directe vers l'Europe. Depuis des décennies, l'industrie aérienne américaine a accepté une vérité douloureuse. Les hubs ne survivent que tant que survivent les compagnies qui les ont construits. La géographie est négociable. La logique de réseau ne l'est pas. En octobre 2008, Delta Airlines finalisa l'acquisition de Northwest, héritant de Détroit, Minneapolis, Tokyo Narita et Memphis. En septembre 2013, le hub passager de Memphis était officiellement fermé. Le trafic passager s'effondra, passant de 11,2 millions en 2007 à environ 3,6 millions en 2014. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Memphis ne fut pas tué par une catastrophe. Il ne fut pas détruit par un seul mauvais type d'appareil. Il ne fut pas abandonné parce que la ville n'avait pas de passagers. Il mourut parce qu'un autre hub faisait le même travail en mieux. Memphis ne perdit pas son hub parce qu'il cessa d'avoir de l'importance. Il perdit son hub parce que, au sein du nouvel empire de Delta, il en avait trop peu. Alors, comment un aéroport assurant des centaines de vols Delta quotidiens en 2009 s'effondre-t-il jusqu'à devenir une simple desserte régionale en moins de 5 ans ? Pour comprendre pourquoi Delta a démantelé Memphis, il faut comprendre pourquoi Northwest en avait besoin en premier lieu. L'architecture centrale des plateformes de correspondance de Northwest reposait historiquement sur 3 piliers. Minneapolis-Saint Paul couvrait le haut Midwest. Détroit couvrait la région des Grands Lacs et constituait le point de départ des liaisons transatlantiques. Memphis couvrait le sud et le centre-sud. Northwest n'avait pas Atlanta. Elle n'avait pas Dallas. Elle n'avait pas Charlotte. Ces positions de forteresse du sud appartenaient respectivement à Delta, American et US Airways. Northwest avait besoin d'une plateforme de correspondance au sud capable d'alimenter son réseau plus vaste avec des passagers en provenance du delta du Mississippi, de la côte du Golfe et des marchés plus modestes de l'Arkansas, du Tennessee, du Mississippi et du Kentucky. Memphis comblait un vide géographique. La ville se situait à proximité de l'Arkansas, du Mississippi, du Tennessee, du Missouri, de l'Alabama et de certaines parties du Kentucky. Elle pouvait relier efficacement de plus petits marchés régionaux. Elle évitait aussi la congestion chronique des grands aéroports comme Atlanta ou Chicago O'Hare. Pour Northwest, Memphis résolvait un problème. Pour Delta, Memphis allait en devenir un. La plateforme était particulièrement utile pour les petites villes. Les passagers de localités comme Tupelo, Greenville, Hattiesburg, Paducah et Alexandria pouvaient rejoindre la côte Est, la côte Ouest, la Floride, le Midwest et le réseau mondial de Northwest sans jamais avoir à transiter par Atlanta, Chicago ou Dallas. Memphis n'a jamais été la plus grande plateforme de correspondance d'Amérique. Mais pour les villes qui en dépendaient, elle faisait la différence entre être connecté et être oublié. Puis, en 2008, tout a changé. Delta et Northwest ont fusionné pour créer ce qui fut brièvement la plus grande compagnie aérienne du monde. Delta a gagné Détroit, Minneapolis, Tokyo Narita et Memphis. Mais tous les hubs hérités n'avaient pas la même valeur. Détroit était vaste et stratégiquement importante, servant de porte d'entrée vers l'Asie et de forteresse dans le nord du Midwest. Minneapolis était un hub forteresse solide, porté par une forte demande des entreprises du Fortune 500 implantées dans la région. Tokyo Narita conservait encore une valeur de réseau dans le Pacifique, du moins au départ. Memphis était le plus faible des hubs hérités. Il avait moins de demandes locales par rapport aux autres. Il était situé trop près d'Atlanta. Il dépendait de manière disproportionnée des passagers en correspondance plutôt que du trafic origine-destination. En 2009, l'ensemble Delta Northwest exploitait plus de 1600 vols hebdomadaires,
soit environ 240 vols par jour au départ de Memphis. Le hub semblait intact. Mais les mathématiques sous-jacentes avaient déjà basculé. La fusion n'a pas tué Memphis instantanément. Elle a simplement rendu la mort du hub mathématiquement évidente. En janvier 2012, Delta avait réduit ses opérations à Memphis à environ 93 vols quotidiens, invoquant la non-rentabilité des jets régionaux de 50 places et des coûts de carburant obstinément élevés. Le nombre de destinations sans escale est passé de 41 à 29 pendant la phase de réduction. En juin 2013, Delta a annoncé la suppression officielle du hub. En septembre 2013, c'était terminé. Memphis n'était pas mal située. Elle était mal située pour la compagnie aérienne qui en avait hérité. Delta possédait déjà la plaque tournante de correspondance la plus puissante au monde à Atlanta, située à moins de 400 miles au sud-est de Memphis. Atlanta était plus grande selon tous les indicateurs mesurables. Elle générait beaucoup plus de trafic local d'origine et de destination, ancré par une économie métropolitaine comprenant Coca-Cola, Home Depot, Delta elle-même et des dizaines d'autres grands sièges sociaux. Elle disposait d'une connectivité internationale bien supérieure, avec des liaisons sans escale vers tous les continents habités. Elle offrait une meilleure échelle, davantage de vols et une demande des entreprises plus forte. Elle pouvait assurer les correspondances de bon nombre des mêmes passagers que Memphis, mais avec plus d'options, plus de fréquences et de meilleurs rendements. Du point de vue de Delta, conserver Memphis revenait à fractionner un trafic qui pouvait être concentré à Atlanta. Dans une compagnie aérienne consolidée et obsédée par la discipline en matière de capacité, cela n'avait aucun sens commercial. Memphis ne rivalisait pas avec une autre compagnie aérienne. Elle rivalisait avec le joyau de la couronne de Delta elle-même. Les plaques tournantes aériennes ne survivent que lorsqu'elles ont un rôle clair à jouer. Une plaque tournante doit justifier les avions, les équipages, les portes d'embarquement, les installations de maintenance, les salons, les contrats d'apport régional, la complexité des horaires et les investissements marketing. Si une autre plaque tournante peut accomplir la même tâche en mieux, la plus faible devient structurellement vulnérable. Memphis se chevauchait trop fortement avec Atlanta. Elle se trouvait également à portée d'autres plaques tournantes de Delta, ainsi que de celles de concurrents à Charlotte et à Dallas. Lors des fusions de compagnies aériennes, chaque plaque tournante doit redemander à justifier sa propre existence. Le principal problème ne résidait pas dans la ville elle-même. Memphis est une ville américaine importante, siège de FedEx, AutoZone et International Paper. Mais elle n'est pas assez grande pour soutenir une grande plateforme de correspondance passager sur la seule demande locale. Une plateforme solide nécessite généralement au moins l'un des éléments suivants. Une énorme demande locale au départ et à l'arrivée. Une géographie unique ne pouvant pas être reproduite par les concurrents. D'importants flux internationaux. Un fort trafic d'affaires avec des clients premium à rendement élevé. Une concurrence limitée à proximité. Memphis avait une certaine demande locale, mais pas suffisante pour soutenir l'échelle que Northwest avait bâtie. La plateforme dépendait fortement des passagers en correspondance, les estimations du secteur situant ce trafic entre 75 et 80% durant l'ère de la plateforme. Les passagers en correspondance sont mobiles. Delta pouvait plutôt les faire transiter par Atlanta et les passagers n'avaient aucun choix véritable en la matière. Les passagers locaux rendent une plateforme stable. Les passagers en correspondance peuvent disparaître avec un simple changement d'horaire. Memphis dépendait également fortement des avions plus petits et des opérations d'alimentation régionale par l'intermédiaire de Mesaba Airlines, anciennement connu sous le nom d'Express Airlines Yuan, qui avait établi son expansion à Memphis à partir de 1997. Les avions régionaux étaient utiles pour relier les petits marchés à faible fréquence. Mais ils sont devenus de plus en plus coûteux à mesure que les prix du carburant augmentaient à la fin des années 2000. L'avion régional de 50 places, en particulier, est devenu financièrement toxique. Ces appareils avaient des coûts unitaires élevés. Ils étaient coûteux par passager transporté. Ils fonctionnaient lorsque le carburant était moins cher et que les compagnies aériennes valorisaient la couverture géographique avant tout. Ils fonctionnaient bien moins lorsque les transporteurs sont devenus obsédés par la discipline en matière de capacité, la protection des marges et la rentabilité. Memphis dépendait précisément du type de vol que les compagnies aériennes ont commencé à supprimer en premier. Memphis s'est construite sur l'alimentation régionale au moment même où l'alimentation régionale devenait trop coûteuse pour être appréciée.
Lorsque Memphis a décliné, les plus grands perdants étaient souvent les petites communautés à travers le sud. En 2011 et 2012, Delta a considérablement réduit ou supprimé ses services vers les petits aéroports régionaux. Lafayette, en Louisiane, a entièrement perdu sa correspondance avec Delta. Des communautés comme Greenville, dans le Mississippi, ont subi des réductions dévastatrices de leurs fréquences quotidiennes. La réduction d'un service fiable a essentiellement coupé ces villes du sud du réseau aérien national. Les maires et les responsables politiques locaux ont imploré une protection au titre du programme fédéral Essential Air Service, qui subventionne les compagnies aériennes afin de maintenir des liaisons vers les communautés rurales qui seraient autrement non rentables. Pour les dirigeants des compagnies aériennes, Memphis était une plateforme sous-performante gangrenée par des avions inefficaces. Pour les petites villes, Memphis était une bouée de sauvetage. Pour Delta, Memphis était un problème de tableur. Pour les petites villes du sud, c'était une porte d'entrée vers le système aérien national. Lorsque Delta a officiellement débranché la prise en septembre 2013, 230 emplois locaux dans le service client et le fret ont été supprimés immédiatement. L'impact s'est propagé vers les pilotes, le personnel de cabine, les agents d'embarquement, les mécaniciens, les agents de piste, les concessionnaires aéroportuaires, les hôtels locaux, les agences de location de voitures et la communauté plus large des voyages d'affaires de Memphis. Une plateforme de correspondance n'est pas qu'un simple horaire, c'est un écosystème. Mais c'est ici que toute cette histoire prend un grand tournant inattendu. L'importance de Memphis en tant que plaque tournante tragique ne concerne pas vraiment Northwest, ni Delta d'ailleurs. Il s'agit de ce que la domination aéronautique continue de la ville révèle sur la différence entre transporter des colis et transporter des gens. Memphis abrite le super hub mondial de FedEx Express, capable de trier 484 000 colis par heure et d'exploiter environ 250 vols par jour. Entre 1992 et 2009, Memphis était l'aéroport de fret le plus fréquenté au monde en tonnage. Il a brièvement repris ce titre lors de l'essor du commerce électronique en 2020, avant de retomber à la deuxième place. En matière de fret, Memphis est un géant. FedEx a rendu Memphis mondialement important dans la logistique. Mais la logique d'une plaque tournante de fret et celle d'une plaque tournante de passagers fonctionnent selon des principes complètement différents. FedEx peut centraliser les colis via Memphis parce que les colis ne se soucient pas des temps de correspondance, des commodités de l'aéroport, du confort des passagers ou de la demande locale. Un colis peut voler de Los Angeles à Memphis puis à Boston du jour au lendemain sans se plaindre. Les compagnies aériennes de passagers ont besoin de gens, pas de paquets. Memphis pouvait dominer le fret mondial tout en perdant entièrement son statut de plaque tournante de passagers. FedEx a choisi Memphis pour des raisons très précises. Une situation géographique centrale, des opérations de tri de nuit qui s'alignent sur les cycles de livraison des colis, une capacité de piste disponible, une infrastructure logistique massive, des flux de colis prévisibles et un contrôle corporatif complet sur l'opération. Les plaques tournantes de passagers ont besoin de choses fondamentalement différentes. Des passagers locaux prêts à payer des tarifs rentables. Une forte demande corporative, des horaires compétitifs, des temps de correspondance pratiques, une adéquation au réseau et à la stratégie plus large de la compagnie aérienne. FedEx a prouvé que Memphis était parfaite pour transporter des colis. Delta a prouvé que ce n'était pas la même chose que de transporter des gens. Memphis est devenue l'une des plaques tournantes aéronautiques les plus importantes au monde, mais pas pour les gens assis dans les terminaux des aéroports. Memphis ne fut pas seul à connaître ce sort. Cincinnati raconte une histoire parallèle. L'aéroport du nord du Kentucky fut autrefois un important hub de Delta, surtout à l'époque de Com Air, lorsqu'il servait de point de correspondance crucial dans l'est des États-Unis. Mais après la consolidation, les tarifs élevés, la dépendance aux avions régionaux et le chevauchement avec Atlanta et Détroit l'ont rendu structurellement vulnérable. Cincinnati a été démantelé en tant que hub par étapes tout au long de la fin des années 2000 et du début des années 2010. Memphis ne fut pas seul. Cincinnati fut l'avertissement. Memphis fut la suite. Pittsburgh, c'est un autre exemple classique d'aéroport ayant perdu son statut de hub. US Airways l'utilisait autrefois comme un important hub de l'Est, construisant en 1992 un immense terminal moderne pensé spécifiquement autour des opérations de correspondance. Mais après la faillite d'US Airways puis la restructuration plus large du secteur au début des années 2000, le hub a disparu.
Pittsburgh s'est retrouvé avec un magnifique aéroport bâti pour une stratégie aérienne qui n'existait plus. Saint-Louis fut autrefois un important hub de TWA, dont American Airlines a hérité après le rachat de TWA en 2001. American a ensuite réduit Saint-Louis de façon spectaculaire au cours des années suivantes. La logique était identique. American disposait déjà de hubs plus puissants à Dallas, Chicago et Miami. Saint-Louis était utile à TWA, mais pas essentiel à American. C'est presque exactement la même tragédie que Memphis. Un hub hérité, un marché local plus faible, des alternatives plus grandes à proximité, une rationalisation post-fusion. Saint-Louis, c'était le hub de TWA. Memphis, c'était le hub de Northwest. La tragédie, c'est ce qui se produit lorsque la compagnie aérienne qui a besoin d'un hub disparaît avant le hub lui-même. À travers l'Amérique, des aéroports construits pour une ère aérienne ont été laissés pour compte par la suivante. Cleveland, démantelé en tant que hub par United après la fusion avec Continental. Le schéma est constant et brutal. Le dehubbing suit un schéma d'auto-renforcement bien connu. La fusion de compagnies aériennes crée des hubs qui se chevauchent par héritage. Le transporteur fusionné annonce des réductions de capacité. Les lignes régionales sont supprimées en premier. Les vagues de correspondance s'affaiblissent. Moins de passagers trouvent des correspondances viables. Le hub devient progressivement moins utile. D'autres réductions suivent. Un hub n'est pas qu'un simple ensemble de vols. C'est un système méticuleusement chronométré de vagues de correspondance où des dizaines de vols entrants arrivent dans une fenêtre de temps restreinte, échangent leurs passagers et repartent simultanément. Imaginez une gigantesque station de correspondance de métro où tous les trains doivent arriver à la même minute afin que les passagers puissent changer de ligne. Ce système s'effondre de manière catastrophique lorsque des vols sont supprimés. Car retirer ne serait-ce que quelques vols secondaires détruit la multiplication géométrique des options de correspondance. Supprimer suffisamment de lignes secondaires et toute la structure s'effondre. Un hub ne meurt pas lorsque le dernier vol décolle. Il meurt lorsque les correspondances cessent de se correspondre. Les compagnies aériennes sont des entités chargées d'émotions pour les passagers, les employés et les villes qui les accueillent. Mais ce sont des entreprises impitoyablement financières. Delta devait décider où ses avions généraient les meilleurs rendements. Atlanta était plus efficiente. Détroit et Minneapolis étaient des plateformes héritées plus solides qui comblaient des lacunes géographiques évidentes dans le réseau. Memphis avait moins de valeur stratégique que toutes les autres. Maintenir Memphis ouverte par nostalgie aurait coûté cher. La décision fut douloureuse, mais commercialement logique. Le plus triste, c'est que Delta avait probablement raison. Memphis est tragique précisément parce qu'elle avait une réelle importance. Ce n'était pas une plateforme de prestige. Elle reliait des communautés. Elle employait des milliers de personnes. Elle conférait à la ville un rôle national. Elle offrait à Memphis davantage de dessertes aériennes que le marché local seul n'aurait jamais pu en justifier. Puis cette connectivité a disparu. La ville n'a rien fait de profondément répréhensible. Elle a simplement perdu la stratégie aérienne qui la rendait précieuse. Memphis n'a pas échoué. C'est le réseau qui avait besoin de Memphis qui a disparu. Après que Delta a démantelé sa plaque tournante, Memphis est devenu un aéroport de passagers beaucoup plus modeste. Il a perdu la plupart de ses liaisons sans escale. Les tarifs sont d'abord devenus une préoccupation majeure, car moins de transporteurs et moins de vols signifiaient une concurrence considérablement réduite. Au fil du temps, les compagnies à bas coût ont contribué à rétablir une partie du service. Southwest, Allegiant, Frontier et finalement Breeze Airways ont ajouté des options à différents moments. American Airlines et United ont maintenu des liaisons vers leur propre plaque tournante. Entre 2015 et 2019, le nombre de passagers est passé d'environ 3,58 millions à 4,52 millions. Les tarifs ont chuté d'environ 188 $ en termes corrigés de l'inflation par rapport au niveau du premier trimestre 2012. En 2019, le trafic origine-destination représentait plus de 99% des passagers à Memphis, contre 75 à 80% de trafic en correspondance à l'époque de la plaque tournante. En 2023, Memphis a franchi une étape importante avec 4,8 millions de passagers origine-destination. En 2024, l'aéroport a accueilli 4,87 millions de passagers, le total le plus élevé jamais enregistré depuis l'ère de la plaque tournante. Mais l'ancienne plaque tournante n'est jamais revenue.
Memphis n'a pas perdu son aéroport. Il a perdu sa place dans le réseau national. Les compagnies à bas coût peuvent ajouter des liaisons point-à-point bon marché qui profitent aux vacanciers locaux. Mais elles ne peuvent catégoriquement pas recréer une plaque tournante. Une plaque tournante nécessite des vagues synchronisées, des réseaux d'apports régionaux et une structure de correspondance. Southwest ou Allegiant peuvent transporter un résident de Memphis directement vers Orlando ou Las Vegas, mais elles ne facilitent pas les correspondances pour les voyageurs de Tupelo cherchant à atteindre Seattle. Les compagnies à bas coût peuvent remplacer certains vols, elles ne peuvent pas remplacer la géographie d'une plaque tournante. Les hubs nécessitent d'énormes terminaux, portes d'embarquement, systèmes de gestion des bagages et installation de halls. Lorsqu'un hub disparaît, l'aéroport se retrouve démesurément surdimensionné.